Let's go. Pourtant, t'as voyagé dans les bonnes conditions, ça t'a pas permis ouais, écoute, ouais, mais alors, moi, le sommeil, je te jure, moi, j'ai besoin de genre 8-9 heures de sommeil par nuit, quoi. Sinon, j'ai l'impression que j'ai pas dormi de la nuit, que j'ai fait une nuit blanche. Mais tu sais, t'es maman, toi aussi. Oui. Voilà, hein. Déjà, quand on dort, c'est rare. Moi, je suis une couche tôt, donc il se lève tôt, mais on est des couches tôt. Donc tu te couches à quelle heure? On essaie de pas dépasser 23h, donc 22h, 22h30. Ah, ça va. Ouais, pareil. Ouais. Pareil. Je pensais que t'allais me sortir genre 21h. Je me lève à 5h du matin. Je fais du yoga au lever du soleil. Je ne suis pas je bois un litre de vinaigre. Pas du tout. Je mange des feuilles des arbres. Bon, par contre, je suis très contente parce qu'on a commencé le podcast sans le rituel, genre hello Delphine, hello Sandra, et je trouve ça très cool. Hello. Hello du coup Delphine, mais je trouve ça très cool de commencer avec un truc random, spontané. Ouais, exactement. Il y a plein de podcasts qui font ça. Oui. Moi, j'y arrive pas, je sais pas ton. Et bah si, ça c'est, tu vois, non, c'est mais grâce pour à toi. Le mien, c'est pas j'arrive pas. Mais voilà. Bah regarde, voilà, on vient de le faire. Et j'ai adoré. Toi aussi, tu alors, c'est quoi ta question? Oui, c'est ça. Toi aussi, tu commences par le bonjour, comment vas-tu? J'essaye d'enchaîner vite. Et j'essaye de pas trop passer de temps sur les présentations des gens, parce que je me suis rendu compte que ça ennuie le... Une phrase, ça suffit. Ouais. Bah d'ailleurs, en une phrase, qui es-tu? Je vais utiliser la phrase que j'utilise partout. Hein. Je suis investisseuse, entrepreneur, créatrice de contenu, créatrice de podcasts sur la thématique. Ma thématique de prédilection, l'argent. La thune. La maille. La moula. La moula. On va parler de moula. Oui, c'est bien. Et en plus, tu es très... Enfin, forcément, c'est ton taf, mais t'en parles vraiment de manière très libre et tu expliques les actions concrètes à mettre en place, etc. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir ici, c'est parce que y a plein de choses qu'on veut comprendre, que je veux comprendre aussi. Et je pense qu'il y a plein de choses que tu fais, des business que t'as lancés, que t'as créés, qui sont hyper... Enfin, les gens ne savent pas, en fait, mais tout ce qui est le passif, les business passifs, etc. Moi, j'ai découvert ça dans un livre que tu dois connaître, d'Olivier Roland. Ouais. Quel est ce livre déjà? Tout le monde appelle la chance de rater ses études. C'est le livre d'Olivier Roland. Je sais même pas s'il y en a un autre. Ben voilà. Et du coup, il parle des business passifs, etc. Et c'est là que je me suis dit, putain. Alors moi, je ferais jamais ça, je pense, mais du coup, tu vas tout nous expliquer. Avant ça, ma chère Delphine, donc là, tu viens de nous dire en une phrase très carrée qui tu es, mais moi, j'aimerais une phrase un peu moins carrée, un truc que tu dis moins souvent. Tu es qui d'autre, à part ces trois facettes? Je suis aussi une maman. Lucas a 20 mois. Je suis aussi une épouse. Tu es mariée depuis peu? Je suis aussi résidente à Dubaï depuis 6 semaines. Et puis voilà, j'ai plein de casquettes. Mais c'est vrai que mon identité d'entrepreneur et d'investisseuse, de businesswoman prend énormément de place dans ma vie. Et c'est par là que je me définis avant tout. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a des avantages et des inconvénients. Ça me permet de... C'est le moteur de cette trajectoire extraordinaire que j'ai construite, mais il y a des inconvénients, quoi. C'est plus difficile de savoir qui on est, de s'épanouir dans une vie personnelle de loisirs, etc., quand on investit autant et quand on prend autant de plaisir dans son rôle, dans sa vie pro. Complètement. Et c'est toute la difficulté, d'ailleurs, de trouver le bon équilibre, de pas juste se définir par sa posture de chef d'entreprise, ne pas penser que c'est notre valeur unique, tu vois. On est aussi, on a une vie personnelle, on est aussi des êtres humains normaux. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, est-ce que c'est une bonne chose, oui, non, de se définir majoritairement par sa posture de chef d'entreprise? Moi, j'ai eu un peu ce même truc-là. Mais tu vois, je me suis quand même dit, je suis pas sûre que ça soit très, très sain. Et je suis autre chose, en fait, qu'une créatrice d'entreprise. Tu vois, je pense qu'on est autre chose et c'est important de s'en rappeler. Je pense. C'est pas qu'il y ait une injonction à trouver un équilibre, tu vois, c'est juste que j'ai aussi envie de nourrir ma vie de famille, j'ai aussi envie de nourrir ma vie de couple. Et là où je suis la meilleure dans ma vie professionnelle, c'est la créativité, etc. Et donc, j'ai besoin aussi de nourrir d'autres aspects de ma vie pour aussi finalement m'épanouir dans ces aspects-là. Sauf que quand tu passes 90-95% de ton temps à travailler, que tu travailles maintenant avec ton mari, et que du coup, alors lui, il est presque encore plus mordu d'investissement et de business que moi. Et du coup, en fait, même nos conversations de couple sont orientées
centré sur le business et nos business. Et du coup, c'est pas évident de trouver la place pour nourrir le reste. C'est un muscle. Si tu l'entraînes pas, tu te retrouves pas comme ça en vacances du jour au lendemain. Et tu sais, le syndrome des vacances, t'es là et puis Bon, maintenant on fait quoi? Parce que de toute façon, on n'a pas prévu nos vacances parce que de toute façon, on n'avait pas le temps. Je vois très bien. Donc on est là et bon, on fait quoi? Ce serait bien qu'on se trouve 2 heures pour bosser un peu quand même. C'est ça. Mais ça nous nourrit, mais c'est un muscle qui est sous-entraîné, donc on ne sait même plus ce qu'on aime, on ne sait même plus ce qui nous procure du plaisir. Puis faut pas se leurrer à un moment donné quand tu prends du kiff, tu sais, quand l'adrénaline, c'est les ventes, les rencontres avec les gens, les apprentissages, les moments waouh de ta vie. Et que à côté, quand tu vas faire une séance de sport, c'est l'encéphalogramme plat. En fait, il faut réapprendre qu'est-ce qui est capable de te susciter autant d'excitation que on marche à ça. On marche à la dopamine. La dopamine, aux endorphines. Et donc, il faut trouver ce qui nous procure ça en dehors de ces moments de travail. Et moi, j'avais découvert que, pour la petite histoire, je suis une grande fan d'Ed Sheeran. Et 2023, c'est un de ses derniers passages c'est son dernier passage en France. Il est repassé en France pendant je venais d'accoucher, j'ai pas pu y aller, c'était fait. Il était à Dubaï l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. Oui, mais j'y suis allée. Ah, c'est en janvier. Et il était une des dernières fois qu'il est passé au Stade de France, juillet 2023, et c'était, je crois, le pic de mon année. Tu vois, c'est pour te dire, j'ai ressenti un panel d'émotions que je ne ressens dans aucune autre circonstance. Là, mon corps est en train de vibrer, quoi. Et je me suis dit, je sais, genre, j'ai trouvé un truc. Genre, je sais que cet homme, cet artiste est capable de me faire vivre des choses qui sont incroyables. Là, mon corps, il vibre, c'est incroyable. Bah, oui. Et du coup, je me suis dit, Delphine, arrête d'attendre tous les 3-4 ans qu'ils viennent en France. Poursuis-le partout dans le monde. Exactement, parce que tu peux organiser des moments de loisirs et de vacances autour de ces choses-là. Oui. Donc, quand on est venu en janvier faire un repérage pour notre installation, il se trouve qu'on a choisi aussi la date parce qu'il était justement là en janvier. On a choisi au hasard d'aller à Miami en mai et on a appris 48 heures plus tard qu'il faisait un concert à Miami. J'ai acheté les places. Il passera à Lille et j'y suis en juin. Et, il donc fait littéralement dates, partout où il va, tu y vas. Il fait non, pas partout. Pas partout. Mais je suis à l'affût de où il est en me disant est-ce qu'on a envie d'aller là à ce moment-là de l'année. Ouais. Parce que je sais que ça va être des moments forts autour desquels on va construire d'autres moments, les loisirs, des vacances. Mais du coup, ça nous permet aussi de. Je le suis pas partout si j'ai pas envie d'aller. Il fait une tournée en Inde. Je suis allée plein de fois en Inde. J'ai pas du tout envie d'aller en Inde. Je veux pas aller le suivre en Inde. Pourquoi t'es allée plein de fois en Inde? Parce que j'ai une vie très spirituelle pendant des années et des années. What? Ok, on la refait. Qui es-tu, Delphine, s'il te plaît? Raconte-nous, c'est quoi cette vie spirituelle? J'ai abordé très jeune le développement personnel plutôt par le biais de la spiritualité. Et, très jeune, c'est-à-dire quel âge? J'ai fait mon premier voyage en Inde en 2008 ou en 2009. Je suis allée dans un ashram. 2009, c'était. Je suis allée dans un ashram. Je me suis mis à méditer à peu près à cette période-là. Parce que pendant mes études, j'ai fait une colocation en Inde avec on était 8, mais il y avait un Français qui pour moi, à l'époque, était barré, quoi. Mais c'est juste qu'il était dans tous ces trucs-là, très, très, très spirituel, à un niveau où je n'ai jamais été et je ne le serai jamais. Il peut passer plusieurs mois. Chaque année, il passe plusieurs mois dans des ashrams, ça a déjà pas été mon délire à l'époque, mais ça l'est pas non plus. Mais du coup, j'avais découvert tout un monde, tout un univers qui était une porte d'entrée pour moi vers le développement personnel et j'ai adoré. Alors, j'ai médité, j'en parle au passé, pendant 12 ans, tous les matins. Ah, waouh! Ah oui, t'as vraiment médité. C'était pas genre, oh tiens. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses à un moment de ma vie. Et puis, il y a eu la grossesse. Et c'était très inconfortable pour moi de garder ce rituel. Et je me suis rendu compte que quand je l'ai abandonné, en fait, il y avait suffisamment d'autres choses dans ma vie. Je pense que j'utilisais ça comme un doudou qui me rassurait, peut-être pour me dire que je faisais quelque chose pour moi, pour mon bien-être, que j'avançais. Et en fait, je pense que dans ma pratique, j'étais pas commit. Et finalement, ça faisait peut-être, je voulais pas me l'avouer, peut-être
longtemps que ça m'apportait plus grand-chose, enfin plus de bénéfices visibles. Et donc, j'en ai pas... Il y a eu d'autres moments où j'avais eu dans ma vie où peut-être j'avais été un peu éloignée de ces pratiques-là et j'avais ressenti le besoin d'y retourner. Et là, j'ai jamais senti le besoin d'y retourner. Et j'ai cette phrase, c'est vrai que m'intéresser à mon argent et à ma relation à l'argent, surtout, a changé 1000 fois plus ma vie que 12 ans de méditation sur un coussin tous les matins, quoi. C'est ouf. Donc, comment tu arrives à comparer ta relation à la méditation et ta relation à l'argent? Tu vois, tu fais une comparaison, ça m'a apporté beaucoup plus. Tu vois, est-ce que tu peux développer cette comparaison parce que ça me semble tellement de choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le développement personnel, c'est juste évoluer, tu vois, enfin, être un être d'évolution et conscientiser cette évolution. Et il y a plein de portes d'entrée. Et la spiritualité, même si elle m'a apporté énormément, finalement, je pense qu'avec le recul, je l'ai vécu comme une injonction. Et ça m'a pas libérée, ça m'a pas permis de découvrir ma personnalité, ça m'a pas permis d'accéder à peut-être finalement d'autres niveaux de conscience où je pensais que c'était vraiment la spiritualité qui me fallait, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que voir le monde à travers d'autres lunettes, lentilles, ce que tu veux, celle de quelle est ma relation à l'argent, parce que ta relation à l'argent définit finalement en partie ta relation au monde. Et ça a été une porte d'entrée qui a eu beaucoup plus d'impact dans ma vie que la spiritualité. Je dis pas que ce sera forcément le cas pour tout le monde, mais je sais pas si tu veux changer des choses visibles dans ta vie, je sais pas si c'est la spiritualité. Donc chacun le vit comme il veut, mais la spiritualité, le bouddhisme, la méditation, le nombre de gens qui essayent ces pratiques-là, le yoga, la méditation, et qui disent en fait ça fait zéro différence dans ma vie, quoi. À part que je retrouve les copines pour aller au cours de yoga. Enfin, ça fait parce que quand on est occidentaux dans une vie agitée, etc. Ça n'a pas été inventé pour nous. C'est pas facile d'en faire des pratiques du quotidien qui font réellement une différence dans sa vie, en fait. Moi, j'ai pas ressenti un apaisement incroyable. Ah ouais. J'ai pas ressenti... sur la fin, en tout cas. Au début, dans ma vie, ça m'a ouvert sur énormément de choses. Mais voilà. Non, c'est intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est un son de cloche qu'on n'a pas souvent. Alors après, pour comparer avec mon expérience qui est minime par rapport à la tienne, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais médité tous les jours. Voilà. Par contre, je médite de temps en temps, je fais du yoga de temps en temps, je fais beaucoup d'exercices de respiration. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse. J'ai fait des crises d'anxiété généralisée, bref, burn-out, tout ce qu'on aime. Et je sais que j'en connais les bienfaits parce que, en plus de la thérapie, évidemment, qui a été le plus gros de ma guérison, ça m'aide, en fait. Ça m'aide pour renforcer, tu vois, ma barrière contre le stress, etc. Ça m'aide vachement à prévenir tout ça. Et je sais que quand je fais pas souvent des exercices de respiration, de méditation ou de yoga, je sais que je vais être beaucoup plus sujette à des crises d'angoisse. L'anxiété va beaucoup plus traverser mes barrières, tu vois. Et je me sens moins... je le sens à l'intérieur de moi que je suis moins, renforcée et du coup, je peux vite me laisser happer par l'angoisse. Je sais que moi, ça m'aide. Les exercices de respiration et le yoga, en fait, tu vas pas au yoga pour faire du yoga. Et je pense que, alors c'est que mon point de vue, les personnes qui peut-être n'ont pas compris les bienfaits du yoga, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le yoga, c'est avant tout la respiration. C'est ça qui te fait du bien, en plus des mouvements, de la pratique. Mais en fait, le yoga, c'est lié à la respiration et c'est la manière dont tu vas apprendre à respirer en yoga qui va te permettre d'avoir cet apaisement, etc. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Et j'en ai besoin dans ma vie. D'ailleurs, je devrais sûrement plus en faire. Je ferais peut-être moins d'anxiété, etc. Mais je sais ce que ça m'apporte, tu vois. Et la question que je me pose en t'écoutant, c'est, tu vois, dans une retraite spirituelle, je sais plus, celui qui nous faisait les enseignements me disait, mais en fait, la méditation, c'est pas les 20 minutes que tu vas passer sur ton coussin, quoi. C'est les 23h40 autour de la pratique sur le coussin. Parce que ta pratique sur le coussin ou ta pratique sur ton tapis de yoga, il servira uniquement de pansement, bon ou mauvais,
si sur les 23 heures et 40 minutes hautes de ta journée, tu les vis dans le stress, dans la pression, alors, l'angoisse est finalement une conséquence de tout ça. Mais tu vois, si tu as une vie, c'est classique d'occidental, les moines bouddhistes, ils nous regardent comme des... Vous êtes fous, vous êtes fous, en fait. Donc, nos vies sont des vies exigeantes, dures, probablement un peu anormales d'un point de vue physiologique. Et ce qu'on s'impose, en tout cas, et du coup, finalement, ces pratiques qu'on a adoptées sont un peu des patchs, quoi. Et c'est là où, si moi, j'avais voulu vraiment changer ma vie à travers ça, il aurait fallu que j'accepte de changer les 23 heures. Et je pense que j'étais pas prêt à changer les 23 heures. J'étais pas prêt à renoncer à cette vie, à cette identité d'entrepreneur, à être accompli. Et est-ce que c'est un trip d'ego ? Probablement. Mais j'ai besoin de me réaliser dans cette identité-là. J'ai besoin de devenir une entrepreneur accomplie dont les mesures de succès sont souvent la thune, soit combien tu fais, soit combien tu gagnes, etc. Que c'est comme ça que tu mesures ta capacité à créer de la richesse en tant qu'entrepreneur. Et j'étais absolument pas prête à abandonner ça. Et mine de rien, le rythme qui va avec... J'étais pas non plus prêt à adopter ça sous une forme de slowprenariat ou ce genre de choses. J'ai une soif, tu vois, de réussir, de me prouver des choses à moi-même, de prouver des choses aux autres. Et c'était pas compatible avec... tu vois, si tu veux vivre une vie sur les 23 heures, qui fait que ta méditation, c'est pas juste un palliatif. C'est comme ça que je l'ai conscientisé à l'époque. Et un jour, je me suis même dit, j'ai peur de moi-même. Parce que la vérité, c'est que si je prends trop de plaisir dans cette vie, plus méditative et spirituelle, moi qui fais les choses à fond, je pourrais très bien être capable de tout plaquer pour te mettre à fond là-dedans. Et en fait, c'est complètement con, parce que si tu te dis que il y a rien d'autre qui t'épanouit de plus complètement. Au monde, Oui. tu devrais dire pourquoi j'aurais peur de partir dans un autre pays, de vivre dans une communauté. Pourquoi je devrais avoir peur de ça si c'est ça qui me rend la plus heureuse au monde? Bah, la vérité, c'est que j'ai pas eu le courage de me poser cette question et d'aller jusqu'au bout et de me dire, bah tiens, on va voir. Parce que j'avais peur que la réponse un jour puisse être oui, avec toutes les conséquences que ça a. Et j'étais pas prête à renoncer à d'autres rêves que j'avais, de créer une famille, d'avoir une vie dans la vie normale. Bien sûr. Et notamment d'aller chasser mon rêve de succès entrepreneurial. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ton parcours. On dirait qu'il y a une espèce de... Mais je pense que c'est beaucoup pour beaucoup d'entrepreneurs. Tu prends une sorte de revanche, d'où le fait que tu as besoin d'aller jusqu'au bout de ce truc-là, parce que finalement, te reposer dans cette vie de méditation, etc., qui pourrait potentiellement t'apporter beaucoup de plaisir et peut-être de plénitude, plus de calme dans ta vie. Finalement, c'est un peu ce truc, mais non, en fait, parce que d'abord, je dois prendre ma revanche, je dois aller au bout de cet objectif, parce que, tu sais, mais je comprends, parce que j'ai un peu ce truc-là, et je pense que c'est pour ça que je ressens, mais peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ressens. Mais du coup, c'est quoi ton parcours ? Pourquoi t'en es arrivé là aujourd'hui ? Et c'est quoi cette revanche que tu prends peut-être, du coup, sur ta vie ? Je pense que, si je suis très honnête avec moi-même, il y a quand même la petite graine de tout ça, c'est une envie de deux choses. C'est une envie d'être différente, de pas être comme tout le monde, qui m'anime quand même depuis longtemps et qui s'exprime parfaitement bien à travers l'entrepreneuriat pour moi. C'est ça au début. La première fois que j'ai entrepris, parce que je me dis, j'ai eu une occasion, j'ai fait ça n'importe comment. Ça a été un fiasco total, mais je sais que pourquoi je l'ai fait, parce que j'étais trop fière de pouvoir dire à tout le monde que j'entreprenais. En fait. Donc, je sais que ma première expérience entrepreneuriale, c'était en 2012. Je sais que c'était pour ça. 2012 ? Ouais. T'avais quel âge en 2012 ? 25 ans. D'accord. Et j'ai encore ce truc fort, et j'ai un autre truc fort chez moi, et je me rends compte que ça, c'est depuis que je suis toute petite, ce besoin d'influencer, que ce que je vis, ce que je dis a un impact sur un maximum de gens. Ça me nourrit énormément. J'aime qu'on vienne à moi me demander des conseils, j'aime qu'on regarde, j'aime pouvoir aider les autres, et j'aime que ce que je dis, quand je prends la parole sur un réel ou sur une conférence, j'aime impacter un maximum de gens. Et c'est lié à ce que je te disais avant. Donc,
peu importe si les gens vont considérer que c'est un pur ego trip. Au moins tu l'assumes. Non, mais en fait, de toute façon, à un moment donné, il faut de l'ego pour monter sur une scène, il faut de l'ego pour être sur les réseaux sociaux, il faut de l'ego pour entreprendre. Et j'en ai une certaine dose comme tout le monde. Mais oui, j'ai vraiment ce truc de... moi, je serais pas une entrepreneuse heureuse à avoir un petit cabinet de coaching et à recevoir des clients, peu importe la somme que ça me génère d'ailleurs. Moi, il faut, si je devais rester dans un coaching one-to-one confidentiel, il faudrait que j'écrive des livres, il faudrait que je coach des gens qui sont eux-mêmes importants. Et tu vois, c'est... Pousser le truc vraiment à son maximum. Ouais. Bah oui, je comprends. J'ai besoin d'avoir un impact sur la masse. Ouais. Et donc, je trouve que l'entrepreneuriat aujourd'hui, je me verrais pas faire de la politique, jamais. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un formidable moyen aujourd'hui d'avoir un impact sur la masse, et notamment à travers les réseaux sociaux. T'as jamais été salariée, du coup ? Si, j'ai été 3-4 ans salariée, ouais, dans des startups. Comment ça s'est passé ? Je suis très critique sur moi-même en tant que salariée. Je me trouve assez médiocre en tant que salariée. Tu vois, mon niveau de performance... Je suis l'ombre de moi-même, en caricaturant un petit peu quand je travaille pour les autres. Je pense que je suis pas bonne, je suis pas faite pour travailler pour les autres. Je suis faite pour travailler pour moi, avec les autres, mais pour moi. Quand je maîtrise pas le produit, les directions, la vision stratégique, moi ça me bride en fait. Ça me bride. Et j'ai besoin de pouvoir m'exprimer dans ce rôle-là sans limite. Et du coup, ça explique l'entrepreneuriat, ça explique pas le money. Le money arrive, c'est des circonstances de vie qui m'amènent à c'est aussi une blessure d'ego. D'accord, vas-y, raconte. Il y a une année charnière dans ma vie, c'est 2019. J'habite en région parisienne avec mon ex. Tout arrive un peu sur 6 mois ou un peu plus. On se sépare, je retourne vivre chez mes parents. À l'époque, je suis en freelance, mais je génère en tant que chiffre d'affaires peut-être 1 500, 2 000 euros par mois. Je vis encore du chômage dont on peut bénéficier en France quand on crée un business. Donc, je me sépare, je retourne vivre chez mes parents, je vis du chômage et j'ai 5 000 euros sur mes comptes à 32 ans, alors que j'ai fait des études brillantes, je suis diplômée de Sciences Po Paris. Et, tu vois, les étiquettes de diplômée de Sciences Po Paris, entrepreneur, tout vole en éclats, elle a même plus de couple, voilà, elle vit chez ses parents, elle touche le chômage et elle a 5 000 balles sur ses comptes à 32 ans, tu vois. C'est pas mal 5 000 balles déjà. Non. Non, mais je suis sûre que tu allais me répondre ça. Mais je pense qu'il faut quand même se rappeler que la majorité des Français et même du monde n'ont pas 5 000 euros sur leur compte, tu vois. Je le sais tous les jours, mais je le sais. Mais je peux pas envoyer ce message. Je peux pas dire aux gens sur 5 000 balles, mais qu'on ait quand même OK, conscience. En fait, tu vois. Bien sûr. Mais tu vois, moi, je veux pas non plus... j'ai toujours peur... tu vois, quand les gens écoutent les épisodes, je me dis, je veux pas que les gens ressentent de la pression en mode... C'est OK, tu vois, genre, tout le monde n'a pas 5 000 sur ses comptes. Si toi, par contre, tu veux avoir 20 000 balles sur tes comptes, OK, mets les actions en place pour avoir ces 20 000 balles. Voilà, moi, au contraire, il y a énormément de gens qui ont besoin d'entendre que c'est pas OK d'avoir 5 000 balles sur ses comptes à 32 ans. Et encore plus quand t'as bac plus 5 et que ça fait 7 ans que tu travailles. Non, c'est pas OK. Donc, sauf si circonstances de vie, t'as vécu une séparation, un divorce, tu vois, il y a des choses qui ont pu vider tes comptes. Mais non, c'est pas OK d'avoir fait bac plus 5, de travailler depuis 7 ans et d'avoir 5 000 balles d'économie sur tes comptes, 0 patrimoine et rien du tout. Et après, c'est mon rôle. C'est mon rôle aussi de culpabiliser les gens et de pas leur mettre une petite tape dans le dos en mode non, mais c'est déjà bien. Par contre, il y a plein de gens pour qui tu te retrouves dans une circonstance de vie où, pour plein de raisons, parce que ton bagage personnel t'a amené à beaucoup consommer, beaucoup dépenser, t'as fait pas mal de crédits, t'as eu des dettes, puis tu t'en sors, donc t'es passé de moins quelque chose, découvert récurrent, à 5 000. Si je connais ton histoire et je sais où t'en es, je te dis well done, parce que là, t'as fait le plus dur. Bravo, et bravo de t'en être sorti, parce que le nombre de gens qui vivent, peu importe le niveau de revenu, avec du découvert tous les mois sur leur compte, il y en a beaucoup. Mais non, la personne qui est 32 ans, qui travaille depuis 7 ans,
bac à bac plus 5. Non, je lui dis, qu'est-ce que tu fous? Et réveille-toi, bordel. Vraiment. Après, c'est vrai que on n'a eu aucune éducation financière. Tu vois, moi, je me dis, tu m'aurais connue dans mes années post-école de commerce, bac plus 5, machin. J'aurais été un cas catastrophique pour toi. Parce que, vraiment, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à mettre de l'argent de côté. Beaucoup moins maintenant, c'est différent, mais parce que je suis entrepreneuse, ma relation à l'argent a changé. Je comprends maintenant tout ça. Mais avant, j'en avais rien à foutre. Vraiment, ma priorité, alors, j'achetais pas des canapés, des beaux meubles, des trucs, j'en avais rien à faire de ça aussi. Tout l'argent que je pouvais avoir, c'était pour voyager. Donc j'ai voyagé énormément, j'ai fait ce que je voulais faire, mais j'ai toujours été stressée avec ce truc de mettre de l'argent de côté parce que j'avais pas conscience de ça, tu vois. Je me disais, mais pourquoi faire? Je m'en fous, en fait. J'avais pas conscience. Et puis, je voulais pas acheter parce que je voulais pas être attachée à quelque chose. Et de toute façon, je savais même pas que acheter, c'était... je sais pas comment t'expliquer. Ça me semblait tellement difficile, tu vois. Dans la psychologie humaine, pour la plupart des gens, plus t'avances dans la vie, plus tu penses long terme. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de la majorité des gens. Ton horizon à 20 ans, c'est les demain, 2-3 prochaines années. Ouais, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est matériellement... L'idée de te dire qu'à 28, 29 ans, t'auras peut-être envie de te marier, avoir des enfants avec quelqu'un que t'as même pas rencontré, et que du coup, 9 ans, c'est court pour mettre des économies de côté et avoir un apport pour acheter un truc. Mais elle me parle chinois, et c'est normal. À 20 ans, il faut que jeunesse se fasse, et moi, je parle pas aux jeunes, et j'ai un discours que je suis pas la seule à avoir, mais je pense que l'argent, quand t'es jeune, doit servir à ce que jeunesse se fasse. C'est beau. Donc, je suis pas forcément adepte de... tu dois commencer à épargner dès tes 20 ans. Évidemment que, d'un point de vue strictement rationnel, plus tu commences tôt, plus tu auras des résultats intéressants. Mais il y a des choses que... tes 20 ans, tu les retrouveras jamais. Il y a des choses qui étaient extrêmement faciles à 20 ans qui sont plus compliquées aujourd'hui. Tout, ta capacité... Il suffit de te retrouver avec tes potes à 18h, ça va durer jusqu'à 5h du matin, t'as rigolé du début jusqu'à la fin. À quel moment, Sandra, à 35 ans... on ne rigole plus. Non, mais en vrai, je veux dire, il faut trouver les gens avec qui il y a une alchimie, tu vois, pour déjà passer 3 heures où tu passes un putain de bon moment. Quand t'as 20 ans, tu te poses même pas la question. Tu te vois tous les week-ends, et peu importe ce que vous faites, c'est magique. Alors que c'était nul, objectivement, avec du recul, tu vois. Mais t'as pas cette magie... je sais pas, c'est chimique, cette magie, elle est là intrinsèquement. Ta libido, t'as pas besoin de faire des mines et des cents pour avoir de la libido à 18 ans. Bon, bah, à 35 ans, c'est pas forcément la même donnée. Tu vois, ce travail de couple pour retrouver des choses, il y a des choses qui sont faciles, accessibles, c'est un distributeur automatique quand t'as 20 ans, c'est facile. Mais même voyager, moi j'ai fait des voyages de ouf, tout était ouf en fait quand tu voyages à 20 ans. Maintenant, des fois, quand tu pars en vacances, c'est là... Oh là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis partie à Bali en novembre, il y a eu des jours, on s'est fait chier. Mais enfin, Delphine, qu'est-ce qui se passe? Non, mais... je comprends. Clairement, dans ce que tu dis, il y a une part de vérité. Après, je comprends, mais... Moi, en fait, la vie, je l'aperçois encore avec un cerveau d'enfant. Et c'est pour ça tout à l'heure. Oui, tant mieux. Tout à l'heure, la première chose que Delphine me demande, c'est attends, t'es quand même pas venue 3 jours à Dubaï pour aller à une conférence et tout. Évidemment que si. Parce que même si ma boîte est en hyper croissance, etc., et que je sais pas d'ailleurs comment je fais pour développer une telle boîte en étant si organisée, en même temps mal organisée, ça a toujours été ma vie, ma chambre, ça a toujours été un bordel organisé. Et j'exagère un petit peu, bien sûr, mais c'est un peu ma manière de fonctionner. Je peux pas vivre ma vie en me disant que je dois faire constamment des choix rationnels. C'est pas possible. Et je suis un enfant. Moi, c'est-à-dire que tu me dis, Sandra, tu rigolais pas autant à 20 ans. Mais bien sûr que si, en fait. Estelle le sait, qui est juste derrière nous. Et toutes les filles qui bossent avec moi, je me marre tout le temps, en fait. Parce que c'est comme ça que je vois la vie. Et parce que mon papy Louis, c'était pareil, c'était un éternel optimiste. Et qu'on a ça dans le sang, tu vois. On se marre. Et si le jour où je me marre plus dans ma vie, Delphine, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut que je change de vie. Tu vois, moi, franchement, je pense que c'est ça qui me drive. J'ai trop besoin de happiness, de joie, plus que de l'argent sur mes comptes. Même si je comprends tout à fait ta bataille et ce que tu fais, et c'est cool, et c'est très bien, c'est ton driver, et c'est super parce qu'on a une tellement mauvaise relation à l'argent.
Mais moi, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça qui me drive. Même si, quand on est entrepreneur, bien sûr que, comme tu le disais, ton métrique, c'est quand même combien tu arrives à générer de chiffre d'affaires, c'est important. Mais je sais que c'est pas mon driver. Ça ne le sera jamais. Alors, c'est très chouette. Hein. C'est très chouette d'avoir plus de liberté financière. C'est très, très cool. Mais c'est pas mon driver. Je pense que la problématique que je rencontre, auquel la plupart des gens font face, c'est que c'est pas le bonheur ou l'argent. Bien sûr. Et que du coup, non mais c'est très français. C'est très très français. À un moment donné, moi, le nombre de gens qui me posent cette question, mais pourquoi tu t'arrêtes pas là? Pourquoi t'en veux plus? Oui. C'est pas ça qui va te rendre plus heureuse. Ouais. Je ne gagne pas plus pour être plus heureuse. Ça fait un moment... J'ai eu cette naïveté de penser à un moment donné que... c'est pas de la naïveté. C'est réel qu'à un moment, quand tu passes de 2 000 à 4 000 euros par mois, oui, il y a quand même... t'accèdes à plus de choses, t'as un peu plus de confort de vie, t'as moins de stress financier, oui. C'est ce que j'allais dire. Passer de 5 à 10, c'est déjà moins vrai. Passer de 10 à 30, ça non. Oui. C'est pas ça. Au contraire, tu te dis, OK, il y a l'argent... Et l'écueil, c'est de penser que avec 30 000 balles, tu vas savoir quoi faire pour instantanément te procurer du plaisir. Il y a des gens qui savent et il y a des gens qui savent moins. Mais c'est pas l'un ou l'autre, tu vois. Et la vérité, c'est que l'argent dans le monde dans lequel on vit offre plus de choix. Ça te permet de découvrir que t'aimes faire du cheval alors que tu le savais pas. Ça t'a permis de partir en vacances et de faire 15 minutes de jet ski et tu fais ah ouais non mais ce truc c'est incroyable, genre ça me provoque des sensations, genre j'ai envie d'amener ça dans ma vie en fait, mais tu peux pas le savoir si t'as jamais fait de jet ski. Alors je te parle pas d'exemple qui me concerne parce que j'ai jamais fait de jet ski de ma vie. De te dire peut-être et si on faisait en famille nos premières vacances à la montagne par exemple. Il y a tellement de gens qui sont jamais partis à la montagne ou qui partent une fois tous les 10 ans à la montagne et te rends compte que ça a un pouvoir incroyable sur toi. Donc l'argent, quand même, ça permet ça. Plus concrètement aussi, ça permet quand même d'avoir plus de liberté, de pouvoir se désengager d'un emploi qui ne nous satisfait pas. C'est surtout ça. Ça permet de pouvoir demander un 4/5e ou un 3/5e sans trop d'impact sur sa vie personnelle, sans devoir renoncer à tout ce qu'on fait. Ça permet de pouvoir se payer des soins, de pouvoir se payer des consultations chez le psy. Quand on n'a pas le choix, tu vois, le pire du pire, la maman solo qui a à peine de quoi faire garder ses enfants, et alors je te parle même pas d'avoir de l'argent pour essayer d'avoir du soutien et faire quelques séances de psy, et puis alors si son enfant en plus est lui-même un peu difficile parce que il galère et que en fait t'es obligé de te pointer tous les jours au boulot parce que même un mois de carence pour retrouver un autre job c'est pas envisageable pour toi, ta capacité à trouver du bonheur dans des circonstances de vie comme celle-ci, elle est sacrément entachée, en fait. Donc c'est pour ça qu'on surestime le pouvoir de la pensée, que c'est capable de... Tu vois, là, c'est aussi les injonctions du développement personnel. Si on surestime notre capacité personnelle à se créer du bonheur, tu vois. Et ça, c'est les injonctions de... Tu devrais réussir à être heureuse, la pensée positive, etc., qui finit très souvent en injonction parce qu'elle est un petit peu galvaudée, il y a beaucoup de raccourcis. Et en fait, on se culpabilise de ne pas réussir à le trouver, finalement, en oubliant qu'il y a quand même des facteurs, et notamment ta situation financière. C'est-à-dire que c'est quasiment mission impossible pour la plupart des gens de se sentir bien, de se sentir heureux et de trouver de la joie et de la sérénité dans sa vie quand tu es dans une situation financière compliquée. Eh bien, tu vois, moi, c'est un peu une espèce d'enquête que je mène. D'enquête. Quand tu es entrepreneur et que ta boîte croît, forcément, tu as plus de liberté financière, tu as plus de confort, etc. Et c'est des questions que je me pose. D'où le fait que j'ai testé ce vol en business class, là, en me disant, est-ce que c'est quelque chose qui va me rendre heureuse? Oui, non. Au début, tu arrives, tu prends ta coupette, c'est super. Et après, tu n'en as plus rien à faire. Et en fait, je me suis dit... Tu vois, et il y a plein de choses qui me perturbent énormément parce que j'essaie de me dire, ok, quels sont les moments où je suis le plus heureuse, que m'apporte l'argent, c'est quelque chose qui me fascine en fait. Je veux comprendre, tu vois, cette phrase d'où elle vient. Tu sais, souvent, c'est cette espèce de phrase pourrie qui est une phrase de riche d'ailleurs. Les riches ne sont pas heureux, enfin, comme quoi, plus t'as d'argent, plus t'es malheureux. On sait bien que non, mais je suis partagée quand même. Je suis partagée parce que j'ai quand même l'impression que plus tu as accès à ce que tu veux,
plus tu as de frustration, plus tu vas comparer tes expériences les unes avec les autres, et moins tu vas prendre de plaisir dans les choses plus simples. Tu vois, on parlait de nos voyages à 20 ans. Tes voyages à 20 ans, t'es en sac à dos, parfois t'as des hôtels pourris, et en fait, tes expériences sont absolument extraordinaires parce que tu te focuses pas sur le matériel, mais sur les rencontres humaines. Et du coup, je me pose plein de questions par rapport à ça, genre vraiment, qu'est-ce qui te procure le plus de bonheur, etc., etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant, et je pense que l'argent, limite, plus t'en gagnes, plus tu devrais être coaché. Parce que, tu vois, je pense que ça peut venir vraiment biaiser ta relation à la vie, ta relation au bonheur. Et je pense que c'est comme pour tout, en fait, quand tu as accès à plus de richesse, faut se faire coacher. Faut savoir comment l'utiliser à bon escient, tu vois, et pas que ça prenne pas la mauvaise place, tu vois. Parce que on n'est pas fait pour vivre dans le confort, en fait. En fait, tout le monde croit qu'on sera plus heureux en ayant plus de confort, mais le confort, c'est plan-plan, c'est chiant, il y a zéro adrénaline. Oui, mais c'est vrai. Enfin, dans une vie dans laquelle tout est lisse et smooth, tu vois, il y a... Ok, ça s'est bien passé, j'ai pas passé une mauvaise nuit dans l'avion, toutes ces petites choses, j'ai pas eu de contretemps, je me suis fait livrer, mais tu vois, à Dubaï, je me suis fait livrer mes cadeaux de Noël, il y avait rien, tout le monde les a fait, je suis pas allée me les coltiner dans un mall, je sais pas quoi. Oui, ça, je pense pas que ce soit ça, parce que, enfin, déjà, je sais pas comment définir le bonheur, mais je pense que pour la plupart des gens, ça ressemble plutôt à une dose d'adrénaline. C'est d'avoir sa petite dose régulière d'adrénaline avec un fou rire. Donc, qui peut être juste parce que tu es en présence de quelqu'un, tu as bien ri devant un film, etc. Ouais, la compagnie, je pense. Moi, je pense que c'est la compagnie. Voilà. En fait. Et l'entourage. J'ai écouté un podcast avec une interview de Denis Brognard, et donc il parlait de Koh-Lanta, et effectivement, Koh-Lanta, c'est des gens qui s'endorment un petit peu, qui ont envie de se réveiller, tu vois. Tu vois, les gens qui s'endorment un petit peu dans leur vie et qui se disent je veux me prouver des choses. Comme les gens qui courent des marathons, comme les gens qui relèvent des défis sportifs, tu vois, c'est cette idée de je vais rompre le quotidien, je vais ramener... je vais me reconnecter avec moi-même, je vais essayer de retrouver c'est quoi mes réactions dans telle circonstance. Je vais retrouver aussi un petit peu cette dopamine que, enfin, typiquement, quand quelqu'un vient me livrer les choses à la maison, j'ai pas un pic de dopamine. Bien sûr, bien sûr. J'en ai pas non plus quand je vais au centre commercial, hein, je te rassure. Mais... Ben oui. Mais donc, tu te dis, je remplace un truc qui me procure pas de plaisir par un truc qui m'en procure pas énormément plus non plus. Mais donc, il faut être capable de réinjecter effectivement ces éléments, donc la joie, la dopamine sous une forme ou sous une autre, qui sont effectivement constitutifs de ce que la plupart des gens vont vraiment kiffer dans la vie, quoi. Et ce pourquoi ils se disent la vie, elle vaut d'être vécue. Et on va parler de ce que tu fais exactement, parce que c'est quand même hyper intéressant, tout ce que tu as développé, ça serait bête de passer à côté de ça, après 1 heure d'échange déjà. Mais je voulais juste te parler d'un truc, une expérience qui m'est arrivée. Je viens de l'hôtellerie de luxe. J'ai bossé en tant que salarié 8 ans dans l'hôtellerie de luxe. J'adore les hôtels. Mais tu vois, j'ai eu ce truc... Moi, je sais que j'ai une relation à l'argent particulière. Bref. Donc souvent, je me retrouve dans des chambres d'hôtel très jolies, toute seule. Et j'ai fait une énorme crise d'angoisse à Paris, dans un très bel hôtel que j'adore, en mode... Tu sais, genre en mode, mon Dieu, je veux pas crever toute seule dans une belle chambre d'hôtel 5 étoiles. Tu vois ce que je veux dire ? Et je sais pas, ça m'a fait un truc genre... Pas du tout, en fait. Genre, c'est pas ça que je veux. Ça m'a fait peur, en fait. Genre, je veux pas ça. Moi, je veux pas être toute seule. Je veux pas avoir plein de thunes toute seule. Tu vois, genre, non, moi, je veux me marrer. Je veux avoir des moments de vrai. Et c'est vrai que j'ai tout ce truc de... comment faire pour que l'argent ait une juste place dans ma vie, tu vois ? Et pas te perdre dans un truc qui me correspond pas et qui, je sais pertinemment, ne m'apporte pas de bonheur. Et je pense que tu parlais de développement personnel. Tu veux gagner de l'argent, c'est bien. Mais moi, je parle de toi, hein, je parle des gens qui ont ce goal. Je veux gagner de l'argent. Moi, ça me dérange parce que je suis en mode, arrête d'être focus là-dedans. Genre, trouve d'abord, pourquoi l'argent, ça sera un moyen de faire ce que tu veux. Mais il faut pas que ça soit ton goal. Genre, qu'est-ce que tu veux faire ? Quel impact tu vas avoir ? Quelle relation tu vas avoir aux autres, à la vie ? Quelles expériences de vie tu as envie de vivre ? Et après, tant mieux si tu arrives à gagner de l'argent avec tes projets. Mais c'est formidable. Tu auras moins de charge mentale, moins de stress. Tu pourras tester des expériences, faire profiter ta famille, les gens que t'aimes. Génial. Mais avoir cet objectif de faire de l'argent, c'est hyper dangereux, je trouve, parce que ce désir-là, une fois atteint,
je pense que c'est la frustration totale, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? La personne qui va exprimer le fait qu'elle veut gagner de l'argent est rarement celle qui en gagne le plus. En plus. Parce que c'est même pas tant une question de why, c'est que le focus, il est pas au bon endroit. On est d'accord. La personne qui te dit « je veux passer tous mes mercredis avec mes enfants », elle va trouver un moyen de passer tous les mercredis avec ses enfants. Et si ça doit passer par accepter un job qui, du coup, paye mieux alors qu'elle est au 4/5e, elle va trouver la réponse. En fait, le cerveau trouve pas beaucoup de réponses à la question que tu lui poses. J'aimerais gagner plus d'argent. C'est juste, ton cerveau, il va trouver des réponses pour tout. Et plus tes questions, elles sont vastes, floues, etc., et plus il va se mettre en court-circuit, ou alors il va pas y apporter tellement d'attention. Si tu lui dis, comment est-ce que je peux trouver un moyen pour passer au 4/5e sans perdre de revenus, ton cerveau, il trouvera plus facilement une réponse à cette question que comment est-ce que je peux gagner plus, qui est trop large. Donc, parce que c'est une question de focus, il y a une vraie motivation aussi, effectivement, derrière. Et donc, l'argent devient un moyen au service de ta fin avec un objectif qui est très précis. Exactement. Et alors, donc, parle-nous un petit peu de toi, ce que tu as mis en place. Quand est-ce que ça a commencé ? Comment tu as commencé ? Et depuis combien de temps, tu vois ? Et comment ça a évolué, tous les investissements ? Ouais. Par quoi tu as commencé ? Quel type d'investissement ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au début ? Détaille-nous un petit peu toutes les étapes de ton parcours. Donc en 2019, je reprends surtout mes finances en main d'un point de vue budgétaire, parce que moi j'ai un enjeu de booster mon épargne, tout simplement, parce que sans épargne, je sais que je ne vais pas faire grand-chose. Mais je me mets à investir avec mon mari. Donc, ça fait 6 mois qu'on se connaît à ce moment-là et on décide de faire notre premier investissement ensemble. Donc, ça a commencé assez rapidement sur l'investissement. On n'y connaît rien. Lui, il a fait des investissements, mais il habitait à l'étranger, donc c'est surtout ses parents qui ont repéré des appartes et qui lui ont dit tu devrais les acheter. C'était des montants à 50-60 000 euros là d'où il vient au Havre. Donc, du coup, c'était pas... Enfin, tu vois, il avait cette possibilité de faire là. Il s'intéressait pas plus que ça au truc, mais il avait quand même un double cursus ingénierie finance, parce qu'il était passionné de ça. Bref, on commence à faire nos premiers investissements et on comprend tout de suite qu'on veut les trucs les plus rentables, qu'on va de toute façon automatiser. Donc on achète un premier immeuble, on loue tout en location courte durée, on achète un deuxième immeuble, on achète un troisième immeuble sur l'espace de 3 ans. Et juste sur l'achat de ton premier immeuble, ouais. T'es à l'aise ? Genre, c'est OK, t'es prête pour faire cette transaction, cette acquisition. Aucun souci. Aucun souci. On met quasiment pas d'apport. C'était 2020, donc c'était l'année du Covid, mais pour le coup, les taux étaient encore très bas et les conditions d'emprunt étaient aussi encore favorables. Donc on met pas d'apport. On s'y connaît pas trop en travaux, mais ça nous fait pas peur. Franchement, ça nous fait pas peur. En fait, il y a pas grand-chose. Quand tu as un esprit entrepreneurial, tu passes ta vie à résoudre des problèmes et tu passes ta vie à apprendre des choses que tu sais pas faire. Donc, tu vois. C'est vrai. Donc ça m'a pas plus fait peur que ça. On s'était formés, enfin voilà, on a pris le truc correctement et puis on est deux. Moi je dis souvent, on se le dit souvent, je l'aurais pas fait sans lui, il l'aurait pas fait sans moi. Donc pour des raisons différentes d'ailleurs, je pense qu'en tant que femme, je me serais peut-être pas sentie capable de le faire. Et lui, c'est parce qu'il avait absolument pas le temps. Il avait un job qui il bossait 12 à 14 heures par semaine. Ah ouais, quand même. Par jour, tu veux dire. Par jour. 12 à 14 heures par jour dans son ancien boulot qui était très prenant. Et donc, il n'avait juste pas la disponibilité de s'occuper et encore moins d'automatiser la location courte durée. Donc, on a commencé par l'immobilier, qui est l'investissement le plus accessible si tu veux t'enrichir, grâce à l'effet de levier bancaire. Et puis nous, ça ne nous faisait pas peur. On est parti sur une stratégie de Airbnb Booking parce que c'était de loin ce qu'il y avait de plus rentable et qu'on avait parfaitement confiance en notre capacité à automatiser et déléguer, donc à s'occuper de pas grand-chose. Donc sur 3 ans, on a fait à peu près 3 immeubles. Et dans le 3e immeuble qu'on a acheté, le propriétaire vendait l'immeuble. Et lui, il y avait donc 2 appartements et 2 cellules commerciales. Sa femme tenait le salon de coiffure et lui était propriétaire de la laverie. C'était dans le cas d'une séparation et donc les deux arrêtaient leur activité, leur business.
Donc nous, on s'est dit, nous, en plus de l'immeuble, des murs, la laverie, elle nous intéresse. Cet immeuble, il est en face de chez nous, on le voyait depuis notre fenêtre. Ça nous intéresse. On veut comprendre, on veut voir un peu s'il y a... évidemment, on avait réfléchi au truc, on se dit, il y a un potentiel, il y en a une sous nos yeux, et donc, allons-y, quoi, let's go. Et ça a été de loin le meilleur investissement de notre vie. On l'a racheté une bouchée de pain. Je crois que j'avais vu sur un de tes posts, on était un peu naïfs, et on était un peu naïfs. Du coup, on m'a proposé un prix au propriétaire qui nous semblait juste. Il l'a accepté, en fait. Donc, mais on a acheté une laverie qui tournait, qui avait 20 000 euros de chiffre d'affaires déclaré annuellement. Et on l'a rachetée pour 3 000 euros. Oh, c'était une laverie qui, sur le papier, ne dégageait pas de bénéfices, comme c'est souvent le cas dans ce genre de petit business, parce que plein de raisons. L'optimiser. Non, mais toi, t'as rajouté 15 machines. Pour d'autres raisons, parce que tant qu'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc... Mais what's the point? Je sais pas. Moi, j'avoue, c'est des questions très naïves, mais... Non, mais les propriétaires c'est très connu, ces petits business-là. Les gens les achètent pour faire du cash. D'accord. Et du coup, ne pas nécessairement tout déclarer. Donc, c'est le cas de 90% des propriétaires de ce type de business. Ah oui. Moi, je suis née dans le monde des bisounours. Qui se rémunèrent essentiellement avec le cash. Ouais, en fait. Avec le cash. Pas mal. Donc, ils sont intelligents, les gars, quand même. Bon, c'est pas notre stratégie, mais... mais oui, mais bon, tu vois. Du coup, le revers de la médaille, c'est que quand tes comptes font pas apparaître de bénéfices, c'est compliqué de valoriser ton business parce que la banque, moi, me prête pas pour acheter un business qui ne dégage pas de cash. Donc, les propriétaires, soit le savent et ils sont conciliants, soit on n'a rien à foutre et demandent quand même des prix exorbitants pour le rachat, mais la banque, elle décide... Enfin, la banque, elle te financera pas un projet qui est déficitaire sur le papier ou à l'équilibre. Donc, nous, on savait que cette laverie, elle dégageait des excédents. Donc, on la rachète 3 000 euros. Sa valeur aurait probablement été autour de 20 000 euros en réalité, avec le recul. Tu vois, si on avait été plus conscient à l'époque, on aurait fait une offre à ce prix-là. Tant mieux. Coup, voilà, notre insouciance. Comme ça, l'insouciance et la naïveté. Oui, je dirais pas inconscient, insouciant, quoi. Ouais. Mais je répète, ce business est une cash machine. Peu importe, enfin, tu vois, on l'a racheté 3 000, on a emprunté 20 000 pour faire des améliorations. Avoir une laverie, c'est une cash machine quand même. Mais combien on même gagne si tu par l'achètes mois plus cher. Avec une laverie. Une laverie, ça fait hors taxe, entre 3 500 et 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est à peu près standard. Si on parle en annuel, ça fait, pour les moins bonnes, elles font 20 000 et pour les meilleures, elles font 55. Et en résultat net, t'as combien du coup par mois? En fait, la valorisation se fait sur l'excédent brut d'exploitation, le BE, qui peut être tout à fait l'équivalent du résultat net. Il y a juste la différence des impôts éventuellement, mais avec une laverie qui s'approche des 50 000 euros, normalement, tu as 20 à 25 000 euros de marge. Et donc, ton business, il se valorise à peu près 3 à 4 fois ce montant-là. Donc déjà, nous, notre laverie, aujourd'hui, elle en vaut 80 000. Elle en valait 80 000 6 mois après déjà, alors qu'on l'a acheté 3 000. Et qu'est-ce que ça implique d'avoir une laverie? Tu dois y aller tous les jours, toutes les semaines, ou t'as quelqu'un? Comment t'es organisée, tu vois? Enfin, aujourd'hui, t'as combien de trucs? On vit à Dubaï. Donc, mais oui, en plus, tu t'es barré à Dubaï, là. Voilà, là. Nous, notre Delphine, on a loupé trop de conversations, ça va pas du tout, là. Trop de sujets. Notre truc, c'est on délègue tout. On fait les investissements qui sont les plus rentables et on délègue intégralement. Donc aujourd'hui, juste fais-moi un topo de qu'est-ce que vous avez, quelle est la structure et l'organisation qui gère quoi? On a acheté ces 3 immeubles. En parallèle, on a fait ce qu'on appelle la sous-location professionnelle. Donc, on gérait des biens qui ne nous appartenaient pas, pour la faire simple. Conciergerie, ça ressemble à la conciergerie, mais c'est un autre format. Et puis, à ce moment-là, au moment où on rachète le 3e immeuble, on se retrouve propriétaire d'une laverie. Depuis, on a racheté une autre laverie et on a racheté un car wash. Mais oui, j'ai vu ça. Ça me fait tellement délirer. On est en train de faire d'autres acquisitions. Et effectivement, on a plutôt envie de se développer sur la partie reprise de business que sur l'immobilier. Bien que là, on a revendu notre maison pour venir à Dubaï.
on revend notre premier immeuble parce qu'on a du cash à récupérer. Et a priori, on va chercher un nouveau projet immobilier pour 2025 qui serait plutôt une grande maison pour faire du Airbnb sur des grands biens, grandes maisons pour recevoir sur les week-ends et les vacances des gens qui veulent se rassembler en famille ou entre amis. Parce que ça, c'est très lucratif aussi. Ah, intéressant, elle nous donne plein de tips. Comme segment de business, c'est très lucratif aussi. Ok. Et donc, du coup, effectivement, on est aussi en cours de négociation sur des acquisitions de business, de nouvelles laveries et de nouveaux car wash, parce qu'on veut faire grandir nos investissements. Et voilà, concrètement, on est passé de... moi, j'avais donc 5 000 €. Mon mec avait ses petits appartements non remboursés à la banque et 35 000 € sur ses comptes, à millionnaire en patrimoine net en 5 ans, quoi. Putain. Sur les investissements, c'est-à-dire la différence entre tout ce qu'on la valeur de tout ce qu'on possède, moins tout ce qu'on doit à la banque, et ça fait 1 million d'euros. Et du coup, c'est bien que t'en parles. Enfin, en même temps, c'est ton taf. Ouais. Mais c'est cool. Tu vois, genre, tu parles de tes chiffres, de tes trucs. Moi, le jour où je me sentirai plus à l'aise d'en parler librement, ce sera chiant, quoi. Mais ça m'a challengée plusieurs fois. Tu vois, on arrive à Dubaï, on a choisi de se loger dans un endroit dans l'endroit où on voulait être. Donc, je suis transparente sur combien ça nous coûte, etc. Dire à un Français que notre loyer, c'est 8 500 € par mois, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué à s'imaginer. Je connais personne dans mon entourage qui a même ça comme salaire, en fait. En plus, toi, au niveau de la TVA dans tes business, ça change rien parce que tout est en France. Tous ces business-là sont en France, restent en France. La fiscalité sur ça, elle est en France. L'activité de Richissime, qui est encore un autre plan, oui, et ça, c'est important pour moi parce que donc j'ai créé c'est un média, j'appelle ça un média. Alors, le podcast et puis l'activité d'accompagnement en ligne avec des formations que je fais. Ça, c'est une autre activité, c'est un business pur. Alors ça, c'est loin d'être passif, hein, c'est un business plutôt classique. On connaît. Mais c'était important pour moi. Je construis mes investissements, je gagne de l'argent avec mes investissements, et puis je transmets mon savoir à travers Richissime, que ce soit les contenus gratuits ou les formations payantes. Parce que dans le milieu dans lequel je suis, il y a plein de gens qui font des choses bien, et puis il y a aussi plein de gens qui vendent des méthodes pour faire de l'argent en vendant des méthodes qui font de l'argent en vendant des méthodes pour faire de l'argent et qui font absolument pas d'argent autrement. C'est un peu la pyramide de Ponzi du milieu des finances personnelles et de l'argent. Et donc, nous, notre première ambition, c'est de développer notre patrimoine, développer nos business, créer des groupes, créer des empires. Là, si tous nos projets aboutissent, effectivement, on pourrait être à la tête d'un petit groupe de sociétés de car wash et de laverie dans notre fief, là où on a habité ces 5 dernières années. Pour nous, c'est un kiff, tu vois, parce qu'on sait que dans quelques années, on le revend non pas à des petits propriétaires, mais à des gens qui sont prêts à racheter la totalité. Et on peut faire des coups en quelques années qui sont particulièrement lucratifs. Mais ça, c'est l'esprit de l'entrepreneur qui parle. Ça, c'est vraiment tu vois, tu t'investis 1 € et tu le transformes en 10 en l'espace de 4 ans. Tu vois, ça, moi, ça m'excite, mais à un point. Mais t'as l'air... Mais moi, je trouve que oui, c'est le côté entrepreneur, mais c'est pas le côté entrepreneur flemmard. Parce que la plupart des entrepreneurs, on aime bien faire des choses qui nous coûte pas trop d'énergie. Maintenant, tu es habitué à faire ce genre de transactions. Mais tu vois, pour moi, ça me semble trop de contraintes. Mais je comprends. Sûrement que je me trompe. Hein. Mais on a eu des moments où on est allé trop loin, trop vite. Et du coup, ça nous a créé une charge de travail. Moi, j'ai eu des moments, je les ai partagés sur le podcast, où j'ai frôlé des burn-out, où j'étais pas bien, j'étais en surmenage, on va dire, tu vois. Bien sûr. Et je me dis, ok, donc là, on va pas dans la bonne direction, parce qu'on veut quand même grossir de manière soutenable, tu vois, pour nos organismes, pour notre corps, pour notre vie, pour notre famille. Donc, on a, c'est vrai, développé une vraie compétence de délégation.
on est devenu vraiment bon dans notre capacité à repérer des gens qui peuvent travailler avec nous ou pour nous et à les faire monter en compétences, à les incentiver, etc. Parce que notre système et nos ambitions, elles ne tiennent que si on a la capacité de s'entourer et de déléguer. Tous ces business-là, on peut pas... notre ambition, c'était pas de les gérer, même si on était resté en France, dans le Nord. Bien sûr. Et là, on peut plus le faire. Mais donc, tout notre système repose aussi sur cette capacité-là qu'on a développée et qu'on développe encore pour que ça reste soutenable. Parce qu'à un moment donné, c'est soutenable pour personne de gérer 15, 20 business en même temps. Donc, et t'es une équipe de combien de personnes, du coup ? J'en sais rien, en fait. C'est-à-dire ? Il y a trop de monde, tu veux dire ? Je sais pas, peut-être 15 ou 20 personnes. Il faudrait que je recompte. Attends, mais pourquoi 15 ou 20 personnes ? Parce que tous tes investissements, ils sont au même endroit, dans la même ville, ou c'est... Ouais. Combien alors, on les a regroupés. Ça me semble ouf. Bah, je te dis, on a 3 immeubles, donc une dizaine de biens en location courte durée. Ah oui. Et puis, on a ces business-là qui sont dans la même zone, donc c'est pas les mêmes personnes qui les gèrent. Et puis, il y a des gens qui travaillent pour nous ponctuellement, pour le bricolage, la maintenance, puis il y a des gens qui travaillent pour nous au quotidien. Oui, on se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'il faut pour gérer tout ça. Non, mais c'est probablement un petit peu plus d'une vingtaine de... Alors, 20 personnes, c'est à la fois pour mon business Richissime, mais aussi pour tous ces investissements. Pour tous nos investissements, à l'heure actuelle, c'est 4 ou 5 personnes, tu vois. Ton chéri, ton mari, il est aussi avec toi dans Richissime ? Alors, il a quitté son job en avril. Il faisait quoi ? Il était il était directeur d'une filiale dans l'aquaculture. Rien à voir. Rien à voir. Une filiale d'un petit groupe français aquacole. Et donc, il a quitté son job et lui, il voulait reprendre une boîte. Plutôt à caractère industriel. Donc, plutôt avec des salariés, type 1 million, 1,5 million. Ça aurait pu être une blanchisserie, ça aurait pu être une belle boîte de plomberie. Enfin, voilà, avec des machines, avec des hommes, etc. Le fait est que comme on avait ce projet de partir à Dubaï, c'était compliqué. Mais il a vraiment envie, lui, son kiff ultime, il est pas bon de 0 à 1, tu vois, ce serait pas un bon créateur de créer une entreprise from scratch. Mais du coup, il a vraiment envie de reprendre une boîte qui a 1 million, 1,5 million et de l'amener à 10. Ça, c'est son défi. C'est son goal. Lui. Il se trouve que, du coup, pendant qu'il cherchait, qu'on préparait notre expatriation, en fait, il s'est de plus en plus... il s'est dit, il y a des compétences que je dois développer, et notamment être bon en vente, puisque c'est pas du tout ce qu'il faisait dans son ancien job. Je vais apprendre et je vais m'exercer avec Richissime en montant une équipe de vente, un pôle vente. Et puis, quand ce sera fait, après, on délèguera, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on l'a pas vu venir vraiment. On s'est rendu compte qu'on faisait une team incroyable, que finalement Richissime était sa boîte à passer de 1 million à 10 millions. Et que du coup, il est venu me rejoindre. Et en arrivant ici, on a créé une nouvelle société pour Richissime. Et du coup, on s'est associés là où j'étais toute seule avant. Et donc, il gère des choses pour lesquelles j'aurais nécessairement dû embaucher quelqu'un. Donc, il adore structurer. Il fait la finance de la boîte, il structure le pôle vente. Et il y a d'autres équipes complémentaires. Aussi. Mais je crois que ça a toujours été mon rêve secret qu'on puisse travailler en équipe sur un projet commun et le faire grandir. Mais vu que c'était pas du tout son objectif à lui, vraiment j'avais laissé ça de côté. Ouais, c'est marrant comme la vie te rattrape et finalement son projet et le mien finissent par coïncider alors que ça en prenait pas du tout la tournure, quoi. Et aujourd'hui, tu dis Richissime fait 10 millions ou le goal c'est de passer de 1 million à 10 millions? Non, le but c'est de passer de 1 à 10. Ouais, je me dis, la nana elle est déjà à 10 M, quoi. Non, le but c'est de passer de 1 à 10 et c'est un beau challenge. Et on espère aussi qu'en étant ici, c'est pour ça qu'on est venu ici. Parce l'énergie est bonne pour développer. Ouais, je sais que c'est... Derrière chaque culture et chaque pays, il y a un mindset et on ne peut pas le changer, en fait. On ne peut pas changer la culture. Et on adore la France et on adore notre pays. Mais c'est objectivement pas le pays champion du monde de la culture entrepreneuriale. Du mindset des gens qui rêvent grand et qui sont très ambitieux. Pour plein de raisons, en fait.
Et donc, évidemment, il va y avoir quelques personnes qui vont incarner ça. Et d'ailleurs, on les met énormément en avant. Je pense à des Marc Simoncini en son temps, Anthony Bourbon aujourd'hui, Éric Larchevêque, qui se sont mis sous la lumière et qui ont accepté d'être très médiatisés. Mais moi, j'ai rencontré, et d'ailleurs d'autres gens dans ce podcast, qui ont extrêmement bien réussi et qui ont énormément de mal à accepter d'en parler et de la lumière. Tant qu'ils parlent de leur entreprise, ça va. Dès qu'on veut les sortir de ça, c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment typiquement français. Plus je m'enrichis et plus je me rends compte à quel point... Et donc, plus je côtoie aussi des gens qui sont plus riches, plus je me rends compte à quel point c'est ancré cette mentalité de pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est vrai. Et avant que moi, toute seule, Delphine Pinot, richissime avec mon co-podcast, j'arrive à changer ça, ça va être compliqué. Et donc, moi, pour ma trajectoire personnelle, on avait besoin... Alors, c'était ça ou les États-Unis. Et du coup, franchement, Dubaï avait vraiment largement notre préférence. Oui, je trouve qu'il y a une sacrée énergie qui te donne envie de tout défoncer. Et toi qui as envie de tout déchirer, je pense que tu es au bon endroit pour un bout de temps, peut-être. En tout cas, hyper intéressant, Delphine, hyper inspirant pour moi, tu vois, qui suis pas forcément quelqu'un de très carré. Quand je reçois des personnes comme toi, je m'en rends encore plus compte. Je suis vraiment pas si carré que ça. Mais du coup, ça m'inspire parce peut-être que c'est pas là que t'es la meilleure. Non, absolument pas. Non, moi, dans une autre vie, je devais être une artiste, tu vois, genre une créative. Je le sais que je suis trop décousue. Je manque de structure. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant. Je trouve ça trop inspirant, les gens comme toi. Parce que t'as l'air tellement carré, tellement structuré, tout a l'air rangé. Je pense que je le suis, mais tu vois, mon mec qui arrive dans le business et d'autres personnes aussi qui sont clés dans le business, je me rends compte que ça me fait du bien d'avoir des gens plus structurés à mes côtés, parce qu'il y a quand même des niveaux de structuration. Non, je reste quand même la créative du groupe, et il y a des niveaux de structuration dans lesquels je n'ai pas vocation à aller, sauf si je veux killer mon business, tu vois. Donc, faut quand même jouer... peut-être, tu vois, effectivement, je suis peut-être plus structurée que toi, et j'ai besoin de ça, mais ta nature est probablement ce qu'il y a de mieux pour ton business. Mais peut-être que ton business pourrait bénéficier que quelqu'un structuré soit à tes côtés. Absolument. C'est une nécessité, je pense. Delphine, est-ce que tu nous ferais pas un dernier petit mot en regardant ta caméra? Je sais que tu as l'air d'adorer ça en plus. Qu'est-ce que je fais? Puisque du coup, il y a aussi... donc, tu as le podcast audio, mais tu as aussi la vidéo sur YouTube. L'idée, c'est de faire un dernier petit mot à celles qui nous regardent sur YouTube. Allez, je vais vous partager une phrase que je dis tout le temps à propos d'argent. 1 heure de votre temps passé à apprendre des choses sur l'argent ou sur votre relation à l'argent peut vous faire gagner des milliers d'euros sur toute une vie. Voilà. Do you want to make money or not? C'est ça la question. Merci beaucoup Delphine. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, évidemment, liker cet épisode si vous avez kiffé, commentez si vous avez des questions pour Delphine. Et on essaiera d'y répondre, et puis elle y répondra peut-être aussi. Peut-être, on ne sait pas comment elle gère son temps. Mais en tout cas, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, et je pense que oui, parce que mine de rien, on ne parle pas beaucoup d'argent, surtout encore moins dans mon podcast. On n'en a pas tant parlé que ça. Non, si, la relation à l'argent, tu vois, quand même. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Enfin, moi, personnellement, j'en parle pas souvent. Donc, merci pour ça, Delphine. Merci pour ce moment. Et puis, bon retour à tes occupations. Et bienvenue à Dubaï, puisque ça fait pas longtemps que t'es là. Merci. Et puis, à très vite. Merci. Salut, Delphine.